L'histoire et la civilisation de l'Afrique, qui ont connu une éclipse du fait de l'esclavage et de la domination coloniale, préexiste à la charte de San Francisco, qui n'a vu le jour qu'en 1945. La liberté reconquise a permis au Congo de découvrir ses cosmogonies ancestrales et de pénétrer davantage la philosophie bantoue, qui est la marque de son génie propre. Puissent nos frères encore opprimés et humiliés recouvrer leur indépendance. Cependant, il ne saurait vous échapper que l'indépendance n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen nous permettant de réaliser le développement économique et social de nos pays. Cette évolution, qui se fait sans trop de heurts dans certains pays grâce à la sagacité de leur régime, procède par contre de cassures, de révolutions dans d'autres pays où les gouvernants ne tiennent pas compte de légitimes aspirations du peuple. C'est ainsi que le Congo-Brazzaville a connu les 13, 14 et 15 août 1963 l'une de ces mutations indispensables. Je ne voudrais pas terminer sans saluer aussi les efforts de notre organisation dans le domaine des droits humains. À travers la recherche de la paix, de la décolonisation et du développement économique et social, le respect de la personne humaine reste le but suprême de notre charte et la raison profonde de nos préoccupations. Comme son Excellence M. Massamba Deba, chef de notre gouvernement, le rappelait récemment dans une déclaration publique, un proverbe congolais dit: le coup de poing du pauvre est toujours à craindre parce que le pauvre n'a rien à perdre dans ses attaques, tandis que le riche est embarrassé dans sa défense par tout le poids de ses intérêts. Puissent les nations méditer cette pensée bantoue, car l'homme, s'il n'a pas de toit et s'il a faim, n'écoute plus le langage de la raison. Penchons-nous sur son sort, usons pour mettre fin à ses misères les ressources que son propre génie lui a données. Car, en fin de compte, il n'y a au monde qu'une seule race, la race humaine. Et c'est elle qu'il nous faut sauver. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur le ministre, vous avez pris à votre tour la parole ce matin à la tribune des Nations Unies. Vous avez proposé une solution au problème de l'apartheid. Voulez-vous, à l'intention de nos auditeurs, nous résumer votre point de vue? Il y a longtemps qu'il est question de l'apartheid et d'une solution à trouver pour mettre fin à l'apartheid. Les responsables de cette politique n'entendent rien y changer et nous voulons, nous, à tout prix, qu'il y ait un changement. Alors que faire? Nous avons proposé, j'entends les pays africains avaient proposé des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Nous avons boycotté les réunions où l'Afrique du Sud devait prendre la parole. Mais tout cela ne nous a pas conduit à un résultat concret. Or, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce dont il s'agit, c'est de trouver vite la solution la plus pratique. Alors, j'ai terminé à proposer que, à défaut de l'efficience de mesures de pression, à défaut d'une volonté unanime d'exercer cette pression, on pourrait demander aux puissances amies de l'Afrique du Sud de voir avec celle-ci et par la persuasion comment cet état de choses, il peut être remédié à cet état de choses que tout le monde déplore, y compris les propres amis de l'Afrique du Sud. J'ai donc proposé que ces puissances-là tiennent une réunion de la persuasion avec l'Afrique du Sud et l'amènent par la persuasion amicale à accepter
de reconnaître son erreur. Maintenant, si l'Afrique du Sud ne veut pas entendre raison, eh bien, je trouve que c'est encore aux puissances amies de l'Afrique du Sud que reste le dernier mot, et ce dernier mot serait une pression décisive, ce qui serait voulu décisive contre l'Afrique du Sud. Et tout le monde sait que si une telle pression est exercée, l'Afrique du Sud céderait. Mais si elle ne veut pas céder et que si cette pression ne peut pas être exercée, eh bien, advienne que pourra. Monsieur le ministre, au cours de votre séjour et parallèlement à la session, vous avez rencontré, je crois, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, M. Dean Rusk. Oui, j'ai profité de ce que M. Dean Rusk se trouve à New York pour demander à le voir. C'est tout simplement une visite de courtoisie que je lui ai faite pour faire sa connaissance et m'entretenir avec lui de problèmes intéressant nos deux pays. Monsieur le ministre, au cours de votre séjour également, vous avez rencontré plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'OUA, vous avez participé à la réunion de ces ministres. Est-ce que d'ores et déjà vous envisagez de marquer votre entrée à l'OUA par la signature de la charte à une date que vous auriez déjà fixée? Vous me rappelez là une question qui est le résultat d'une maldonne, disons, car si le Togo n'a pas signé la charte d'Addis Abeba en même temps que les autres États, cela était dû à, disons, à un malentendu. Et nous sommes toujours considérés comme signataires, car, je l'ai dit ce matin, nous étions l'un des 6 pays qui avaient reçu mission de préparer le terrain à la conférence d'Addis Abeba. Et nous y étions à cette conférence. Nous y étions, nous avions le droit d'y être, mais, comme je viens de le dire, un malentendu a empêché notre participation directe. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes signataires par la volonté que nous avions de signer cette charte et par la concordance parfaite entre nos vues et celles de ceux qui ont signé cette charte. Maintenant, il ne reste plus qu'une simple cérémonie matérielle. Je la ferai, cette cérémonie, ici à New York, si je puis le faire. Sinon, je le ferai à Addis Abeba aussitôt que je serai rendu libre de partir d'ici. Monsieur le ministre, une dernière question, celle que je pose généralement à tous les ministres des Affaires étrangères que je rencontre ici. Partagez-vous le sentiment unanime que cette 18e session des Nations Unies s'est ouverte sous des auspices favorables? Oui, je le crois très fermement, puisque je l'ai dit encore ce matin dans mon allocution. Mais il reste que ce qui s'ouvre bien ne se termine pas toujours bien. Et j'ai voulu dans mon allocution faire appel à toutes les bonnes volontés pour que cette tendance heureuse que nous constatons dès le début se continue jusqu'à la fin, non seulement de cette session, mais jusqu'à ce que les choses qui sont en ce moment en désordre reviennent dans le bon ordre, c'est-à-dire dans la paix unanime et dans le désarmement général, non seulement des armements, mais des esprits. Je vous remercie infiniment, Monsieur le ministre. Au cours d'une conférence de presse, Monsieur le Président, vous avez déclaré que la 4e session de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales doit se tenir à Alger du 24 au 31 octobre 1963. Pouvons-nous savoir dès à présent les sujets des principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette 4e session?
En effet, vous savez que l'Assemblée générale de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique devait se tenir du 16 au 21 septembre à Brazzaville. Nous n'avons pu, à cause des événements qui ont secoué ce pays, tenir notre Assemblée générale là-bas, et le gouvernement algérien, contacté par nous, a eu l'amabilité de nous recevoir après un entretien que j'ai eu personnellement avec le président Ben Bella. Les principaux points inscrits à notre ordre du jour restent les points de l'Assemblée générale qui devait être convoquée à Brazzaville, à savoir que nous aurons d'abord à approuver les procès-verbaux de notre dernière Assemblée générale qui s'est tenue, vous vous en souvenez, à Lagos jusqu'au 28 septembre 1962. Ensuite, nous aurons comme deuxième point à examiner le budget de notre Union, budget provisoire d'abord et budget ordinaire de l'Union. Nous aurons à examiner ensuite un point qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir le programme d'échange de programmes entre nos radiodiffusions et nos télévisions. Nous discuterons de la télévision en Afrique, les problèmes qui y sont posés, puisque vous savez que l'Afrique est en ce moment parcourue par des vendeurs de télévision. Nos États aussi installent leur télévision. Peut-être dans 2 ou 3 années, nous aurons plusieurs États qui auront leur télévision, donc une action coordonnée est nécessaire sur ce point. Le quatrième point de l'ordre du jour sera le renouvellement du conseil d'administration. Vous savez, selon nos statuts, chaque année, à chaque Assemblée générale, nous devons renouveler le conseil d'administration, sauf pour le président et le vice-président. Nous aurons aussi un autre point, c'est la nomination des fonctionnaires de notre centre. Le directeur du centre administratif, qui sera en fait le secrétaire général de l'URSNA. Nous nommerons aussi le directeur du centre technique et plusieurs autres fonctionnaires permanents de notre union. Sur le point précis de la télévision, quel est votre sentiment personnel en Afrique? La télévision en Afrique, je m'entends bien. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon point de vue quand j'étais déjà président de la conférence africaine de radiodiffusion qui s'est tenue à Genève. À savoir que si la télévision est une arme pour combattre l'analphabétisme, pour mobiliser les masses, par contre, elle présente de sérieux dangers pour des pays qui n'ont pas pris une certaine planification dans le programme de la télévision, notamment quand la télévision devient commerciale ou qu'elle devient une télévision de scandale ou une télévision d'amusement, de cinéma. Là, l'Afrique n'est pas intéressée sur ce point-là. Mais nous pensons que si la télévision est étudiée et utilisée pour des buts éducatifs, et surtout pour des buts précis, pour notamment l'éducation populaire de nos masses, alors là, la télévision est importante. C'est pour cela que nous avons conseillé déjà qu'une action soit d'abord concertée entre nos radiodiffusions et nos télévisions, pour qu'ensuite seulement nous établissions nos télévisions et éviter certains aspects négatifs, qui sont malheureusement trop nombreux. Je vous remercie, M. le Président, mais je voudrais encore savoir, dans la conjoncture actuelle en Afrique, quelle est, à votre avis, quelle importance, à votre avis, revêt cette 4e session de l'URSNA? Elle est peut-être la plus importante, parce que jusque-là, nous avons eu du mal à avoir à grouper tous les États africains. Vous savez que l'URSNA est créée depuis 1960, en mai 1960, et qu'il a fallu attendre 2 ans et demi pour grouper l'ensemble des États africains. Alors la 4e Assemblée générale est d'autant plus importante qu'elle se tient après Addis Abeba, qui a concrétisé d'ailleurs notre volonté au niveau des radiodiffusions, qui était la volonté de tous les États africains, de réaliser notre unité. Donc cette 4e Assemblée générale qui se tient après Addis Abeba revêt une importance particulière d'abord du côté politique, ensuite du côté organisationnel même, puisque nous aurons définitivement installé notre budget. Ensuite, à établir notre centre de programme pour qu'enfin un auditeur ou un téléspectateur qui se trouve à Abidjan, à Lagos, à Alger ou au Caire puisse voir sur son petit écran ou entendre dans sa radio des programmes africains et non pas des programmes importés. Vous avez exprimé par le passé le vœu que l'URSNA devienne un jour une section de l'OUA. Est-ce que ce vœu tient toujours? Il tient d'autant plus que nous allons même formuler à l'issue de notre Assemblée générale ce vœu par écrit pour qu'une fois le secrétariat général de l'OUA installé à Addis Abeba, nous puissions introduire alors notre demande et que nous soyons, et là c'est un légitime espoir, et même nous comptons que c'est très facile puisque nous avons pu déjà avoir suffisamment de contacts,
l'organisation de l'OUA maintient de ces organismes spécialisés, prévoit une institution de radiodiffusion et de télévision, donc d'information, nous pensons être là en mesure de remplir ce rôle. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur le deuxième point de cette interview, à savoir si à la session de Alger, vous pensez recevoir tous les États africains. Je crois fermement que tous les États africains seront représentés à Alger. D'abord parce qu'ils sont membres de l'OUTNA, et deuxièmement, dans la contexture actuelle, les États africains tiennent, et cela pour des buts très précis, à participer activement à toutes les réunions interafricaines. Sans compter que l'Algérie a exprimé le vœu et le désir de voir tous les directeurs de radiodiffusion et télévision assister à cette Assemblée générale pour être ensuite leurs invités pour les fêtes anniversaires du 1er novembre. C'est là un vœu que moi aussi je lance, un appel que je lance à tous les directeurs de radiodiffusion pour qu'ils soient tous présents à Alger, pour manifester au peuple algérien et au gouvernement algérien notre volonté d'abord de les soutenir, et ensuite, ça c'est très important pour nous, depuis mai 1960, l'Algérie combattante a toujours participé à nos réunions. Voilà un point que nous tenons à préciser pour remercier sur place le peuple algérien et le gouvernement pour cette aide qu'ils ont toujours portée à l'URSSA. L'orientation générale des deuxièmes journées du machinisme agricole qui viennent de se dérouler pendant 3 jours au Centre de recherche agronomique de Bambey au Sénégal, cette orientation générale a été encore favorable à l'attraction animale, il faut bien le dire, sans pour cela diminuer l'intérêt porté aux tracteurs. D'ailleurs, les tracteurs, les motoculteurs, les polyculteurs, tout ce qui est moteur ont figuré en très bonne place et ont attiré la curiosité. La variété du matériel présenté doit permettre aux responsables économiques, aux cultivateurs, aux techniciens et aux constructeurs de faire le point de l'équipement mécanique pour cette région tropicale sèche qui s'étend jusqu'au lac Tchad. J'emprunte ces quelques phrases aux chercheurs qui avaient fait quelques semaines auparavant des prévisions avant ces journées. Une expérience, certes, a déjà été acquise depuis 1958. En ce qui concerne la traction animale, après les bœufs, les vaches et les chevaux, on a remarqué cette année l'utilisation des ânes pour les cultures. Pour la traction motorisée, on a remarqué aussi une large prédominance des tracteurs à roues de plus en plus puissants. En dehors du matériel présenté par les constructeurs sénégalais et français que nous connaissons, les Italiens ont présenté, eux, des appareils aussi faciles à conduire qu'une Vespa. Encore faut-il avoir quelques notions de mécanique. L'instrument agricole, à usage multiple, a retenu tout particulièrement l'attention des agriculteurs, de même que l'intérieur de ferme et la récupération des fourrages. Avec un petit troupeau, le paysan pourrait alors être employé à plein temps et devenir un véritable fermier. Le développement du troupeau doit aller de pair avec la mécanisation. Le cultivateur pouvant travailler une plus grande surface, le pourcentage des terres cultivées devrait alors augmenter. Mais pour en revenir aux constructeurs, de très gros efforts ont été entrepris, même par les exposants étrangers, pour l'amélioration de la culture mécanisée et l'adaptation du matériel à l'Afrique. Le château d'eau en métal, l'abreuvoir, les sécos en tôle ondulée ont également retenu l'attention, et c'est plus de 20 000 visiteurs qui sont passés pendant ces 3 journées au Centre de recherche agronomique de Bambey. À l'issue de cette importante manifestation agricole, un colloque réunissait autour du ministre M. Karim Gaye les techniciens responsables régionaux, constructeurs et chercheurs, en présence également du professeur Chaminade, un éminent spécialiste des sols. Monsieur le professeur, vous avez assisté à ces 2e journées du machinisme agricole de Bambey qui ont pris cette année un caractère international de par la présence de nombreux constructeurs étrangers et de délégués africains venus des différents États francophones et anglophones. Je voudrais vous demander quelles sont vos impressions à l'issue de ces journées. Bien, j'ai été très vivement intéressé par ces journées qui ont montré sur le terrain un certain nombre de matériels agricoles. Et le rendement moyen du mil, par exemple, dans les pays d'Afrique occidentale se situe autour de 5 quintaux par hectare. Eh bien, ce rendement est évidemment
beaucoup trop faible, et prendre un objectif de 20 quintaux par hectare est un objectif parfaitement raisonnable et parfaitement réalisable. Il s'agit, pour arriver à ce but, en premier lieu, de bien connaître les sols. Les prospecteurs sont là pour cela. Ils font des prospections, ils font des études pédologiques, de la cartographie permettant de délimiter les grands types de sols. C'est là le premier stade. Il y a un deuxième stade qui est celui de l'étude des sols après prospection, de la connaissance du sol après la prospection et la délimitation des grands types. Ce qu'il faut faire, quel est le problème? Il s'agit de savoir pourquoi ces sols sont improductifs. Ce n'est pas une fatalité des sols tropicaux. La plupart des sols tropicaux ont une fertilité actuelle qui est extrêmement faible, c'est certain. Il ne s'agit pas du tout ici d'une fatalité qui s'abat sur ces sols. Il s'agit d'une pauvreté due à ce que ces sols ont évolué dans des conditions climatiques telles que la plupart des éléments ont été lessivés, ont disparu, et que, à l'heure actuelle, les sols n'ont pas les éléments suffisants pour assurer la croissance des plantes. Eh bien, ceci, il est facile de le mettre en évidence. Il est facile de savoir quels sont les éléments qui manquent dans un sol. Il y a en particulier des carences en acide phosphorique extrêmement graves. Eh bien, il est impossible d'arriver à remonter le niveau de fertilité de ces sols tant qu'on n'aura pas corrigé les carences en question. Et j'ai proposé à l'IRAT des techniques rapides permettant de se rendre compte en un an ou deux, ce sont des délais courts, de l'état actuel de fertilité des sols, de la nature des carences, de la façon dont il faut relever ces carences et ainsi créer dans le sol une véritable fertilité qui, à l'heure actuelle, dans bien des cas, n'existe pas encore. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. À l'issue de ces deuxièmes journées du machinisme agricole qui viennent de se tenir à Bambey, nous avons demandé au délégué malien, monsieur Sori Sissoko, ingénieur du génie rural à Bamako, de nous donner ses impressions. Ces deuxièmes journées à Bambey ont eu pour nous une importance exceptionnelle à plusieurs points de vue. D'abord, c'est une exposition dynamique, une exposition exceptionnelle en Afrique, surtout pour les pays d'Afrique, dans le climat sahélien. Car les expositions de Bambey mettent directement le paysan en contact avec les nouveautés techniques trouvées par les constructeurs, ces nouveautés techniques qui sont indispensables pour l'évolution agricole de l'Afrique. Je dis bien l'Afrique parce que les expositions à Bambey s'étendent sur toute l'Afrique. Les démonstrations suivies, ces démonstrations ont eu pour effet de frapper le paysan, les visiteurs et même les techniciens. Mais les machines que nous avons vues ici, les nouveautés créées par les techniciens pour le paysan sénégalais sont extrapolables, surtout pour les pays en zone sahélienne. Je pense au Mali, parce que à Bambey, les expériences faites ici, dans le centre, conviennent parfaitement à des terres du pays, de mon pays. Mais ces expériences, pour nous techniciens, ne sont pas suffisantes. Nous devons adapter et trouver les moyens d'adaptation des machines nouvelles aux terres, aux régions de chez nous. Pour cela, l'idée capitale que nous avons retenue après cette exposition magnifique, c'est qu'il faut d'abord connaître les terres. Les terres doivent être systématiquement étudiées, d'abord par une prospection, une étude détaillée, la détermination des caractéristiques qui marquent ces sols, parce que la machine ne suffit pas seulement, il faut une connaissance réelle des terres, et puis il faut créer une fertilité du sol, étudier l'influence de la machine pour l'évolution de ces terres. C'est pourquoi, ici à Bambey, nous nous sommes intéressés aux outils attraction
animale plus particulièrement. Oui, vous aussi, vous êtes pour l'attraction animale tout d'abord. Tout d'abord, nous sommes pour l'attraction animale tout d'abord. Parce que la révolution malienne, à l'heure actuelle, qui est axée sur une révolution fondamentale du paysanat, cette révolution ne peut pas se faire brutalement. Le gouvernement et le parti veulent déterminer tous les atouts pour une révolution sérieuse, progressive, mais une révolution qui est propre, au caractère malien. Nous avons été vraiment satisfaits de ces journées de machinisme agricole de Bambé, du point de vue organisation. Nous trouvons que les efforts accomplis par les organisateurs, par le ministère de l'économie rurale n'ont pas été vains. Ces efforts ont eu un résultat qui, dès maintenant, peuvent être classés comme positifs. C'est l'afflux du monde rural à Bambé, l'intérêt réellement porté par les paysans aux démonstrations et le colloque en dernier lieu qui s'est tenu a montré vraiment que les constructeurs sont dévoués, font tout pour une amélioration de la machine agricole adaptée aux conditions réelles des pays africains. Je vous remercie beaucoup.